Alors à présent, on va donner 4-5 petites propriétés sur les projecteurs qu'il faut vraiment très bien connaître. Alors, si vous ne savez pas ce que sont les projecteurs, allez voir la vidéo précédente, la vidéo d'introduction aux projecteurs, parce que c'est vraiment super important, sinon vous n'allez rien comprendre à ce qu'on va faire ici. Donc bien évidemment, quand on parle de projecteur, on va prendre un espace vectoriel E absolument quelconque, et puis on va dire que E est somme directe de deux sous-espaces vectoriels qu'on appelle F1 et F2, donc voici comme ça, F1 et F2 sont supplémentaires dans E, ok, pas de problème là-dessus. Et puis on va prendre un projecteur P de E qui va être le projecteur de E, donc sur F1 parallèlement à F2. Alors voilà, on prend soit P, le projecteur de E, sur F1 parallèlement à F2. Alors là, on avait dit dans la vidéo précédente que pour bien comprendre tout le cours sur les projecteurs, le mieux c'était d'avoir un moyen mnémotechnique de s'en souvenir et d'avoir un exemple visuel. On va continuer sur cet exemple qui est E qui est égal à R2, c'est-à-dire le plan. On va prendre F1 l'axe des abscisses et F2 l'axe des ordonnées. Voilà. Donc voilà, on est exactement comme ça. E c'est R2, F1 c'est cette droite-là, F2 c'est la droite qui est juste ici, pas de problème. Là on voit bien que F1 et F2 sont supplémentaires dans E, c'est OK. Et ça, l'une des conséquences, comme on l'avait dit, c'est que n'importe quel vecteur de E s'écrit et se décompose d'une façon unique comme un vecteur de F1 et un vecteur de F2. Donc voilà, comme ça, de façon illustrée, X est égal à X1 plus X2, X1 c'est bien un vecteur de F1 et X2 c'est bien un vecteur de F2. OK. Et on avait dit que si P c'était le projecteur de E sur F1 parallèlement à F2, ça veut dire que P de X est égal à X1. Ça, il faut vraiment être au clair là-dessus maintenant. Voilà, P de X est égal à X1. Là, on ne va pas introduire l'autre projecteur qui est le projecteur associé, on s'en souvient, à P qui est Q, on s'en souvient, qui est le projecteur de E sur F2 parallèlement à F1, et on se souvient que Q de X, ça nous donnait X2. On ne va pas l'introduire ici, encore une fois, on n'introduit qu'un seul projecteur. Vous allez voir, c'est là où se situe la subtilité, on n'introduit qu'un seul projecteur. Le projecteur P de E sur F1 parallèlement à F2. OK. Et là, on va se poser deux petites questions. Deux petites questions parce que P, par définition, c'est un projecteur. C'est un projecteur, donc, on l'a dit, c'est un endomorphisme, c'est une application linéaire. Et là, on a très envie de savoir deux choses. Et ces deux choses, c'est bien évidemment l'image et le noyau de cette application linéaire. Ça nous intéresse énormément. C'est-à-dire en fait, où se situe im de P et où se situe ker de P. Allez voir les vidéos précédentes si vous n'êtes pas à l'aise là-dessus, hein, c'est super important de bien savoir ce qu'est im de P et ker de P. Okay, im de P, on se souvient, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée, c'est l'ensemble de tous les vecteurs de l'espace d'arrivée qui possèdent au moins un antécédent par P dans l'ensemble de départ, et ker de P, c'est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel de départ, et c'est l'ensemble des vecteurs donc de votre ensemble de départ qui, lorsqu'on leur applique P, vous rebalance le vecteur nul en sortie. Bon, si vous ne savez pas du tout, allez voir les vidéos précédentes, comme on l'a dit. Alors, on veut savoir ce qu'est im de P et ker de P. Alors, im de P, quand on y réfléchit et qu'on essaye de le définir avec la langue de Molière, donc juste en français, c'est en fait l'ensemble, l'espace vectoriel si on veut, mais en tout cas, c'est l'ensemble sur lequel on va atterrir, entre guillemets. C'est en gros, où est-ce que P va nous faire arriver. C'est ça, im de P. C'est où est-ce qu'on va atterrir, entre guillemets. Et voilà, je vais vous convaincre que im de P, c'est tout simplement F1. Bah oui, parce que peu importe le vecteur que vous prenez, vous allez atterrir sur F1 nécessairement. Et si jamais je prends x qui est ici, je lui applique P, bam, on atterrit là-dessus. P de x est égal à x1. On peut prendre plein d'autres exemples hein, si vous voulez. Imaginez que je prenne le vecteur y qui est ici, si jamais je lui applique P, bah, ça va me projeter sur P, parallèlement à F2, vous allez atterrir juste ici, vous allez atterrir entre guillemets sur Y1, si jamais vous lui donnez le nom d'Y1. C'est-à-dire que là, on dit que Y, c'est Y1 plus Y2, avec Y2, bon, si vous voulez, je le dessine. Voilà, ça vous fait Y2 qui est juste là, OK. En tout cas, si vous êtes ici avec Y, vous lui appliquez P, bam, vous allez atterrir ici. Mais pareil pour n'importe quel vecteur de E. On peut prendre ici, par exemple, le vecteur qui est ici de E. Si vous lui appliquez P, bam, vous allez atterrir juste ici. Et on se rend compte, donc, que im de P, là où on atterrit, entre guillemets, là où nous fait atterrir plutôt P, c'est tout simplement F1. Tous les vecteurs de E, lorsque vous leur appliquez P, ça vous rebalance un vecteur qui est sur F1. Et donc, par définition, si P c'est le projecteur de E sur F1 parallèlement à F2, eh bien vous savez que F1, nécessairement, c'est im de P. C'est im de P. Et c'est assez logique quand on y réfléchit. Hein. C'est bien là où on va atterrir
entre guillemets. Donc ça, c'est la première propriété à bien avoir en tête, hein, c'est que f1 pardon, est égal à im de p. Et alors maintenant, on a très envie de savoir où se situe ker de p, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs de E qui, lorsqu'on leur applique P, nous balance le vecteur nul en sortie. Alors, on regarde un petit peu et on se dit, bon, si jamais je prends un vecteur qui est ici, par exemple, je prends x qui est là, je lui applique P, j'atterris sur x1, est-ce que x1 c'est le vecteur nul de E? Non, ça ne fonctionne pas, hein, c'est pas le vecteur nul de E. Le vecteur nul de E, il est juste là. D'accord, bon, c'est ça. Si jamais je prends un vecteur qui est ici, je lui applique P, j'atterris ici, pas bon non plus. Si jamais je prends y, je lui applique P, voilà, j'atterris ici, pas bon non plus. Bon, où est-ce qu'ils sont? Bah évidemment, je pense que vous l'avez deviné. Si jamais je le place là, donc je prends un vecteur qui est juste ici, par exemple, prenons x2, tiens. Je prends x2 qui est juste ici. Si je lui applique P, j'atterris bien sur le vecteur nul de E. J'atterris sur l'origine du repère. Si jamais je prends un vecteur qui est juste ici aussi, donc sur f2, je lui applique P, j'atterris bien sur le vecteur nul de E. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, on comprend qu'en réalité, tous les vecteurs qui se situent sur f2, lorsqu'on leur applique P, eh ben, ça va nous donner le vecteur nul de E. Et si jamais vous n'êtes pas sur f2, c'est-à-dire que si jamais vous êtes par ici ou par là, vous leur appliquez P, vous n'atterrissez pas sur le vecteur nul de E. C'est logique, vous n'atterrissez pas sur l'origine du repère. Et donc on comprend, deuxième propriété, que le noyau de P, c'est-à-dire l'ensemble des vecteurs qui, lorsqu'on leur applique P, rebalancent le vecteur nul, c'est f2. C'est f2. Si P, c'est le projecteur de E sur f1 parallèlement à f2, et bien f2, évidemment, c'est ker de P. C'est le noyau de P. Et donc ça, c'est la deuxième grosse propriété extrêmement importante. Après le fait que f1 est égal à im de P, c'est que f2 est égal à ker de P. f1, c'est im de P, f2, c'est ker de P. Voilà, ça, c'est très très important. Alors bien évidemment, si jamais on avait pris Q à la place de P, parce que si voilà, on a pris P qui est le projecteur sur f1 parallèlement à f2, mais on aurait très bien pu prendre le projecteur Q sur f2 parallèlement à f1. Et donc là, bien évidemment, ça aurait interverti. C'est-à-dire que là, on aurait eu bien évidemment ker de Q, et là, on aurait eu im de Q, évidemment. C'est-à-dire que tous les vecteurs que je prends n'importe où, si jamais je leur applique Q, bah bam, je vais me retrouver là, juste ici. Et si jamais je veux atterrir sur l'origine du repère, bah, il faut à tout prix que je sois sur cette droite-là. Hein. Si jamais je prends un vecteur qui est ici, je lui applique Q, hop, ça me balance juste ici, c'est bon, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, une troisième propriété qui découle du fait que en mathématiques, ce qu'on aime le plus entre les images et les noyaux, c'est les noyaux. Voilà. On aime beaucoup les kers. On aime énormément ça. On les préfère, j'allais dire, à im de P. Im de P, c'est pas fondamentalement super aisé de le définir, alors que ker de P, ça c'est super simple, parce que voilà, mathématiquement, en gros, c'est plus simple à déterminer, disons. Donc là, on a dit que F2 c'était ker de P, ok, et on a dit que F1 c'est im de P. Et bien là, je vous le dis tout de suite, c'est que F1 qui est ici, qui est égal à im de P, on peut aussi l'écrire d'une autre façon, on peut l'écrire sous la forme d'un noyau. On peut tout à fait faire ça. Et donc du coup, je vais agrandir là mon petit rectangle rouge, et je vais directement vous dire ce que c'est, on va expliquer après le pourquoi du comment. Voilà, im de P, c'est-à-dire F1, c'est aussi ker, donc c'est-à-dire le noyau de P moins I de E. Alors, ça semble un petit peu délirant écrit comme ça, on se dit mais pétard, d'où est-ce que ça sort? Mais vous allez voir, c'est en fait extrêmement simple quand on comprend mathématiquement ce qui se passe. Ker de P moins id, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'ensemble des vecteurs de E, okay, tels que, lorsqu'on leur applique cette application, c'est-à-dire P moins id, ça nous rebalance le vecteur nul de E. Ok, bah voyons voir. On me dit qu'apparemment F1 c'est égal au noyau de cette application. Alors voyons voir, on va prendre un vecteur par exemple, tenez, on va prendre x1 qui est juste ici. x1 il appartient bien à f1, on va voir s'il appartient bien au noyau de p moins id. On va voir. Alors, p moins id, alors e bien évidemment, de x1. Qu'est-ce que ça nous fait? P moins id de x1, ça nous fait en fait, bah on peut tout à fait distribuer entre guillemets, ça fait p de x1 moins id e de x1. Ok. Mais P de x1, ça on l'a vu déjà précédemment, mais P de x1, vous êtes d'accord que x1 il est déjà sur f1. Donc si on veut le faire projeter sur f1, bah, il ne peut pas tomber plus bas, entre guillemets. Il est déjà au sol. Vous ne pouvez pas le projeter plus bas que ça. Et donc en fait, P de x1, bah, ça vous fait tout simplement
x1. Allez voir la vidéo précédente si vous n'êtes pas au clair là-dessus, hein. Encore une fois, si jamais vous lâchez un stylo par terre, bah, il ne tombera pas plus bas. Vous pouvez essayer de le continuer à lui faire transpercer le sol, ça ne fonctionnera pas. Sauf si vous avez un marteau-piqueur, mais bon, en mathématiques, c'est pas trop conseillé. Donc là, P de x1, ça vous rebalance tout simplement x1. Donc là, vous avez x1 et I de E de x1, qu'est-ce que ça fait? Bien évidemment, ça fait x1, puisque l'application identité de E, qu'est-ce que c'est? C'est l'application qui a tout vecteur x rebalance le même vecteur x. Donc I de E de x1, c'est x1. Donc on tombe là-dessus sur x1 moins x1, et x1 moins x1, évidemment, qu'est-ce que ça fait? Ça fait le vecteur nul de E, c'est-à-dire que vous retombez bien là-dessus. Et la plupart des étudiants vont sans doute apprendre le truc par cœur, ils vont se dire ok, im de P c'est ker de P moins i de E, bon pourquoi pas, mais je vous conseille plutôt de sentir le truc. C'est-à-dire que là, vous savez que x1 qui est ici, il est sur F1, il ne pourra pas tomber plus bas. Donc si vous lui appliquez P, nécessairement, vous restez sur F1. Donc là, si vous appliquez P à un vecteur de F1, vous restez au même endroit. Donc vous allez avoir x1 nécessairement. Et si vous lui enlevez lui-même, bah nécessairement, vous allez obtenir le vecteur nul. En fait, cette égalité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si jamais vous êtes sur F1, ok, et que vous appliquez P moins id, nécessairement, bam, vous allez atterrir sur le vecteur nul. C'est exactement la même logique, entre guillemets, que lorsque vous appliquiez Q avant. Et en fait, c'est tout à fait logique. Si vous voulez, on fera ça dans un exercice parce que I de E, qu'est-ce que c'est? C'est P plus Q parce que P et Q sont des projecteurs associés. On se souvient avec Q qui est le projecteur sur F2 parallèlement à F1. Voilà. Alors maintenant, une quatrième petite propriété, et là, on le voit tout de suite, c'est que P ici, c'est un projecteur de E sur F1 parallèlement à F2. Ok, pas de problème. Et on a dit que F1 est égal à im de P et que F2 était égal à ker de P. Mais vous êtes d'accord avec moi que E qui est ici est égal à F1 plus F2. F1 et F2 sont en somme directe ici. Et donc là, ce qu'on a nécessairement, c'est que si P est le projecteur de E sur F1 parallèlement à F2, alors vous savez nécessairement que im de P et ker de P sont en somme directe. Ça, c'est super important. Attention, la réciproque est fausse. C'est-à-dire que si jamais ker de P et im de P sont en somme directe, ça ne veut absolument pas dire nécessairement que P est un projecteur, hein, absolument pas. Mais si jamais P est un projecteur, alors vous savez que im de P et ker de P sont en somme directe dans E. Et de façon encore plus générale, en parlant pas de F1 et de F2, on a ça. Si P est un projecteur de E absolument quelconque, alors vous savez que im de P et ker de P sont en somme directe dans E. C'est-à-dire que im de P et ker de P sont supplémentaires dans E. Ici, on le voit très bien. Im de P, c'est F1, ker de P, c'est F2. Mais de façon plus générale, on a ça. Im de P plus ker de P est égal à E. Et ici, on le voit très bien. C'est-à-dire que F1, c'est égal à im de P, F2, c'est ker de P, et vous avez bien F1 et F2 qui sont supplémentaires dans E. Im de P et ker de P sont supplémentaires dans E. Ça, il faut vraiment, vraiment bien l'avoir en tête. Et encore une fois, comme on l'a dit, la réciproque là, de cette propriété est fausse. C'est pas parce que vous avez im de P plus ker de P qui est égal à E en somme directe que P est un projecteur de E. Absolument pas, hein, vraiment. Faites très attention à ça. Et alors maintenant, dernière toute petite propriété des projecteurs. Alors je vais nettoyer un petit peu tout ça pour qu'on respire. Voilà, comme ça, on y voit un petit peu plus clair. On a repris exactement les mêmes conditions qu'avant. X qui est ici, qui est égal d'ailleurs à x1 plus x2. P, le projecteur sur F1 parallèlement à F2, il n'y a pas de problème. X1 est juste ici, x2 est juste là. Et là, il faut remarquer quelque chose. C'est que x1 qui est ici, c'est P de x, par définition. Voilà, comme ceci, c'est la définition même. Mais la conséquence de ça, c'est quoi? C'est que x2 qui est ici, qu'est-ce que c'est? C'est en fait x moins x1, on le voit grâce à l'égalité qui est ici, et donc en fait, c'est x moins P de x. Voilà, x2, c'est x moins P de x. Là, le vecteur qui est ici, qui est un vecteur de f2, évidemment, qui appartient à f2, c'est bien x moins P de x, c'est-à-dire x moins x1 par définition. Donc voilà, x2 est égal à x moins P de x, tout simplement parce que x1, c'est justement P de x. Et ça, c'est une écriture qui va nous être extrêmement utile dans beaucoup d'exercices, notamment lorsqu'on va voir plus tard aussi les projecteurs orthogonaux et les minimisations, bon peu importe. Mais là, on peut tout à fait réécrire x, non pas comme x1 plus x2, mais comme P de x plus x moins P de x. Voilà, comme ceci. X est égal à P de x, c'est-à-dire x1 qui est ici, plus
x moins p de x, c'est-à-dire x2 qui est juste là. Alors, ça paraît un petit peu bizarre et voire même abscon d'écrire le truc comme ça parce qu'on se dit, bah en fait, là, voilà, si on développe le truc, il n'y a pas de problème, on retombe bien sur x. Vous voyez que là, vous avez bien p de x et le moins p de x qui vont s'annuler. Et donc, vous allez simplement avoir x in fine, donc c'est bon, ça fonctionne bien. Mais l'avantage de cette écriture-là, c'est que p de x, qui est juste ici, appartient à f1, alors que x moins p de x qui est ici, lui, il appartient à f2. Donc là, grâce à cette écriture-là, on a trouvé une autre façon d'écrire x comme un vecteur de f1 qui va être p de x, plus un vecteur de f2 qui va être x moins p de x, et on n'a pas fait intervenir ici la notation x2. Vous voyez, on n'a pas de x2 là-dedans, on n'a même pas non plus x1. On a juste x est égal à p de x plus x moins p de x. Et on sait que le premier appartient à f1, le deuxième appartient à f2. C'est quand même assez joli en réalité quand on se rend compte de ce qu'on est en train de faire là. On n'a pas besoin de x1, on n'a pas besoin de x2, on n'a même pas besoin de q. On prend simplement p qui est le projecteur sur f1 parallèlement à f2 et bam, vous avez ça. Retenez bien cette décomposition qui est juste là. X est égal à p de x plus x moins p de x. Le premier vecteur est un vecteur qui appartient à f1, le deuxième est un vecteur qui appartient à f2. Et dans les vidéos suivantes, qu'est-ce qu'on fera? On verra comment est-ce qu'on fait pour montrer qu'un endomorphisme est bien un projecteur. Voilà.